tous ceux qui sont ici, là, pour nous, Édouard, je l'ai dit au moment de son départ, son siècle est à venir. Et tout ce qu'il nous dit est l'imaginaire dont nous avons besoin. Et un jour, il soulèvera les réalités qui nous oppriment. Je propose que Greg, avant que nous dialoguons, tu dises quelque chose. Tu dises le quelque chose étant du glissant. Une des conséquences les plus dramatiques des interdépendances concerne les aléas des émigrations. L'identité, comme racine, condamne au stade des deuxièmes générations à un écartèlement laminant. Le plus souvent rejeté au lieu de son nouvel ancrage, il est contraint à des exercices impossibles de conciliation entre son ancienne et sa nouvelle appartenance. Cette condition n'a pas épargné, malgré leur citoyenneté française, la plupart des Antillais qui vivent en France et qui participent au mouvement général d'émergence et d'émigration dans ce pays, maghrébins, portugais, sénégalais, etc. C'est par un retour d'histoire assez impressionnant que leurs dirigeants interviennent aujourd'hui en pays martiniquais pour y suggérer qu'après tout, il ne serait pas si inconvénient de participer dignement de cette citoyenneté. Si nous résumions ce que nous savons des variantes de l'identité, nous obtiendrions ceci. L'identité racine est lointainement fondée dans une vision, un mythe de la création du monde. L'identité racine est sanctifiée par la violence cachée d'une filiation qui découle avec rigueur de cet épisode fondateur. L'identité racine est ratifiée par la prétention à la légitimité qui permet à une communauté de proclamer son droit à la possession d'une terre, laquelle devient ainsi son territoire. L'identité racine est préservée par la projection sur d'autres territoires qu'il devient légitime de conquérir et par le projet d'un savoir. L'identité-relation est liée non pas à une création du monde, mais au vécu conscient et contradictoire des contacts de culture. L'identité-relation est donnée dans la trame chaotique de la relation et non pas dans la violence cachée de la filiation. L'identité-relation ne conçoit aucune légitimité comme garante de son droit, mais circule dans une étendue nouvelle. L'identité-relation ne se représente pas une terre comme un territoire d'où on projette vers d'autres territoires, mais comme un lieu où on donne avec, en place de comprendre. L'identité-relation exulte la pensée de l'errance et la totalité. Et voilà. On va avoir du travail parce que les tenants de l'identité racine sont toujours là. Donc il va falloir les bouter dehors. Mais bon, voilà, c'est mon commentaire. Je voudrais donc vous présenter et commencer par Alain Ménil. Comme je l'ai dit au moment où il arrivait, les voies de la créolisation, essai sur Édouard Glissant, est une très très bonne nouvelle, en dehors du fait que c'est un excellent et beau livre dans l'écriture et beau livre dans l'édition. C'est une très bonne nouvelle parce que, voilà, en aboutissant ce travail l'année même du décès d'Édouard, Alain Ménil a fait vivre et montre que l'œuvre poursuit sa vie. Le livre est construit en 3 parties. Il y a toute une partie très claire sur ce qu'est l'idée de créolisation qui tisse toute l'œuvre d'Édouard. Après, une deuxième partie qui est de contextualisation. On va retrouver le cœur de la présence de la question coloniale et de sa permanence dans nos imaginaires. Et après, le legs qui projette vers l'avenir. Mais je voudrais, en fait, puisqu'on voulait tisser la relation ce soir autour d'Édouard, qu'on commence plutôt par la relation personnelle d'Alain Ménil à Édouard Glissant, telle qu'elle transparaît dans ce livre, même s'il y a toujours une certaine distance académique qui est maintenue, du professeur de philosophie, mais il y a ce que vous appelez, comment ça s'appelle, monde temporel vécu. Ce sont des MTV, des notes qui viennent et qui sont des notes où vous vous exprimez à la première personne. Et c'est important parce que, pour ceux qui ont les points de repère, Alain Ménil, c'est un nom, c'est René Ménil, qui est votre grand-oncle, je ne me trompe pas. Voilà. René Ménil, qui est l'initiateur de ce qui fut le premier coup de gong, Légitime Défense en 1932, où l'on retrouvait des personnages que l'on va croiser encore, comme Auguste Thésée. Tout ça, ce sont des noms aussi de mon enfance. On va retrouver Père Gratien, on va retrouver d'autres personnages.
Et ce coup de gong qui sera suivi évidemment du coup de maître de Césaire, et puis après Fanon, Glissant, etc. Et donc, vous dites au début du livre, se défait-on jamais des termes de son histoire lorsque celle-ci croise l'impossible de toute histoire commune? Né à la Martinique d'un père martiniquais et d'une mère française, mon métissage ne résulte pas de la seule histoire locale. Une part de ma famille est européenne quand l'autre est antillaise. Et à ce moment-là, vous posez la question, que trouvais-je? Et là, ce n'est pas le savant qui parle, c'est vraiment la personne dans l'œuvre et la pensée d'Édouard Glissant qui me retiennent tant par rapport à cette question, on va le voir, que vous interrogez, qui est cet écart, hein, ici et là, ailleurs, avec toute une interrogation un peu douloureuse, peut-être parfois sur la question de l'insularité, qui est au cœur du livre et de votre démarche personnelle, et vous répondez un effort pour cerner le sentiment propre que cette région du monde peut inspirer et qu'il circonscrit un temps sous la notion, Glissant, sous la notion d'antillanité, et dans quoi je me reconnais. Une pensée qui préfère le modèle composite d'une complexité qui se refuse à la simplification du tout par sa décomposition en parties discrètes et fait droit au principe à la fois éthique, ontologique et métaphysique de l'ouvert, au lieu de tenter de retrouver dans un passé mythique ou un territoire sacralisé les pièces authentifiant la vaine prétention de l'être à être tout. En clair, ma question, c'est qu'en refermant ce livre, je me suis dit que ce livre que vous avez porté longtemps, c'est autant un livre sur vous. Oui, sans doute dans la mesure où effectivement j'ai décidé à un moment donné d'apparaître la première personne sous la forme de ces MTV. Bon, étant philosophe, ayant été marqué par Deleuze, je pense qu'effectivement un philosophe ça produit des concepts malgré lui. Et finalement, un MTV, je trouvais ça intéressant. Bon, un monde temporel vécu pour essayer d'exprimer le composite d'une relation que l'on a avec une histoire. D'autant plus que je ne voulais pas non plus transformer cela en biographique. Donc je n'allais pas raconter mon histoire personnelle dans les détails attendus d'une biographie. Et c'était plutôt des relations qui émergeaient au cours de l'écriture, en raison même d'ailleurs de l'expérience traversée par l'écriture du livre. Je dois simplement préciser, au départ, j'avais un projet très modeste. Donc d'un livre qui était vraiment dans des proportions tout à fait raisonnables, sans doute plus facile à trouver pour un éditeur. Et puis ce qui a fait basculer, c'était ce qui s'est passé au moment du décès de Césaire, et où j'ai eu l'impression de retrouver, puisque c'était évoqué dans le film, l'ADN colonial, et d'être confronté à quelque chose qui revenait à la surface de tous les discours. Dans la mise en scène. Dans la mise en scène, dans la mise en scène, on va dire, institutionnelle. Les propos des officiels qui accumulaient cuir sur cuir, tout en rendant hommage, mais c'était épouvantable ce qu'on entendait. Et là, j'ai eu le sentiment qu'effectivement, quelque chose n'avait jamais été enregistré. Et de ce fait, comme cette histoire, on va dire, je baigne dedans depuis mon enfance et que je connais des tas de choses, de ce point de vue, je me suis retrouvé dans l'impossibilité de conserver, on pourrait dire, l'anonymat que la distance académique oblige ou impose, d'autant plus que je me trouvais à citer quelqu'un qui porte en mon nom. Ça, évidemment, à un moment donné, n'importe quel lecteur qui fait attention à une note de bas de page doit se dire quel est le rapport. Donc il a fallu que je trouve une solution pour affronter cela, tout en ne voulant pas, ça c'est la deuxième remarque pour votre question, tomber dans le travers du point de vue surplombant, qui exprime par exemple, c'est par ailleurs un auteur estimable, hein, mais je trouve que ce qu'il y a chez Bourdieu, quand Bourdieu se livre à une auto-analyse de ses positions et qu'il revient sur sa formation, je trouve qu'il ne dessert pas le point de vue, on va dire, supérieur que la science lui donne sur lui-même et sur les autres. Donc je voulais plutôt faire l'épreuve de la traverser, de me laisser traverser par cette histoire, d'où cet échelonnement en plusieurs parties. Alors, justement, vous venez d'y faire allusion dans cet échelonnement. Au milieu du livre, on arrive à la fracture coloniale et à sa persistance. La fracture, oui, bien sûr, la facture, et à sa persistance. Là est l'étrange point d'aveuglement du regard européen, arc-bouté sur la conviction qu'il demeure préservé des variations engendrées depuis son ancienne mainmise sur le monde.
D'autres termes, ce que vous interrogez, c'est la persistance de cet imaginaire colonial. Tout l'empêche de reconnaître que les rejetons de l'histoire ont pris entre-temps des allures bigarrées. Jusque dans sa variante tolérante, il demeure souvent pris dans ce postulat qu'il partage avec le plus obtus des racistes: un blanc ne saurait se confondre avec un homme de couleur, car à défaut de savoir à quelle couleur on reconnaît un homme de couleur, il sait que le blanc n'en est pas une. Traçant alors une frontière absolue entre les uns et les autres, il reconduit insidieusement cette absolue barrière de couleur que la société coloniale n'a eu de cesse de tracer entre les humains. C'est une réflexion totalement au cœur de notre actualité. Hier, il y a eu une visite sur un chantier, dans un très grand froid qui aurait dû interdire de faire travailler. Les ouvriers ne pouvaient pas travailler. On a quand même demandé aux ouvriers de venir travailler. On a fait venir des figurants pour qu'il y ait du monde. C'était la visite d'un certain président de la République. Et parmi ces ouvriers, il y avait un ouvrier dont la couleur était noire. Et le président a dit: ça change du pays. C'est pas comme au pays. Voilà. Oui, il est imbattable. Oui, mais il n'en rate pas une, autrement dit. Mais bon, je dirais que effectivement, cette question-là, quand je l'aborde de cette façon, Les cuirs, c'est les cuirs. C'est-à-dire cette question de la structure coloniale qui nous a formés. On pense toujours qu'elle, d'abord, je vous dirais qu'il y a plusieurs paramètres qui sont évidemment contestables. On pense que la structure coloniale n'existe qu'aux colonies. C'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'un pays qui a colonisé soit lui-même traversé par cette même structure intellectuelle qui a conditionné ses cadres de pensée. Et je dirais que, par exemple, il y a un syntagme, pour moi, ça a été quand même, en relisant des textes anciens, de voir que le syntagme issu de la troisième génération vient directement de tous les discours du XVIIIe siècle sur la hantise du métissage, issu de... Bon, alors, il y avait cet aspect-là. Le fait aussi, je dirais, pour le coup, d'être moi-même un métis invisible, c'est-à-dire quand on ne connaît pas les subtilités ou les échelonnements de la variation des types produits, je pense... Enfin, donc c'est pour ça que je me mets en scène à un moment donné dans la scène de cette méconnaissance. Vous faites bien le difficile. C'est signe particulier néant. Et simplement, mon expérience fait que je me suis retrouvé parfois dans des situations, aussi bien aux Antilles qu'en France, d'être témoin du discours, on pourrait dire, raciste, bon enfant, etc., qu'on m'adressait en pensant que je pouvais le partager avec une certaine complicité. Et je dois dire avoir été témoin ou avoir assisté à des choses qui surprennent toujours lorsque ça se passe au cœur de l'institution républicaine. C'est-à-dire de voir immédiatement surgir des questions qui sont du même ordre, ça change du pays, ou bien une candidature venant des îles, mais ces oiseaux des îles, on ne peut pas leur demander de travailler quand il s'agit de préparer une classe de faire une classe préparatoire. Bon. Donc tous ces lieux communs dont on n'arrive pas à se défaire, c'est quelque chose qui laisse rêveur. Et quand on évoque des exceptions, par exemple de Césaire, alors à ce moment-là, il y a toujours des généalogies folles. Que ce soit l'argument du génie, ou bien brusquement les arguments qui sont sur les différences, on va dire, ajoutées dont vous auriez profité, parce que c'est des textes qu'on me renvoyait souvent, que je n'avais donc pas finalement moi-même, je ne pouvais pas témoigner pour les autres. Et ça me ramène en fait à votre première question sur le rapport avec Glissant. Ce qui m'a intéressé, je crois, dès le début chez lui, c'était le fait qu'il soit dans cette position lui-même de singularité par rapport à sa génération, avec une conscience, je pense, très, très, très ferme, très forte, très jeune, de ne pas pouvoir nécessairement dire nous immédiatement, de ne pas pouvoir se faire le porte-parole. Et je crois par ailleurs, sans doute, quelque chose qui fait qu'il adopte une posture, vous pouvez dire peut-être artiste, mais où il a son œuvre d'artiste à faire. Et je crois que dans cette dimension-là, je retrouvais quelque chose qui pouvait traverser ma propre, peut-être ma propre conscience de la singularité qui était celle de mon histoire. Mais je crois que c'est surtout, enfin, dans cette interrelation,
j'appartiens à une génération aussi pour laquelle l'œuvre de Glissant, finalement, je l'ai lue pas entièrement au rythme de sa parution, je n'étais pas né, mais au début, mais au fur et à mesure qu'elle a paru. Et je dirais que le discours antillais, lorsque le discours antillais a été publié, ça a été pour grand nombre d'entre nous, enfin de ma génération, un immense bol d'air. C'est-à-dire que quelque chose était agité, qui nous remuait complètement et nous donnait à penser. Je n'ai pas de point final, mais c'était cette impression-là. On ouvrait et on avait de l'air. À moins les... Mais justement, d'ailleurs, il y a deux jalons, c'est très important dans votre lecture du Glissant. En fait, il y a ce texte il faudrait tous commencer par cela, qui est Soleil de la conscience, qui est trop peu lu, connu, et auquel vous êtes vous-même fidèle dans votre lecture de Glissant, je dirais ce qu'il appelle le regard du fils et la vision de l'étranger, hein, être dans cet entre-deux, et en fait dans cette complicité, dans cette relation, voilà. Et avant de passer à Nicole, et après de voir que Greg fasse résonner tout cela dans sa musique à lui, dans ses mots, je voudrais venir à cette question que j'ai évoquée de l'insularité. Alors, ceux qui aimeraient les chiffres, il y a quelque chose de très spécial, comme une petite magie. C'est page 67, page 670 et page 667. Il y a tac, tac, tac. Et il y a tac, 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 quoi? Et là, j'aimerais que vous nous expliquiez, parce que nous, les îles, c'est notre affaire quand même. Enfin, moi, d'autres, voilà. Car il y a une malédiction d'être d'une petite île. Tout s'y sait, tout s'y retient. Il faut apprendre à creuser en soi pour s'abstenter aux autres, comme pour donner profondeur et accorder vastitude à quelques parcelles de terre. Et puis, c'est les derniers mots. Les seulement, conséquences lointaines mais non imprévisibles de l'insularité des îles. Après que vous ayez cité Glissant dans Mémoire des esclavages, vous dites que l'univers des esclavagistes, c'est celui de la solitude enragée de soi. Formule terrible dont il n'est pas sûr que l'on soit définitivement quitte. Hein, comment être seul sur une île? Et alors je continue ma petite investigation et je vous laisse nous faire votre commentaire sur ça parce que ça m'a, comment dire, ça m'a bousculé, moi. Parce que, voilà. C'est pourquoi, en d'autres termes, le monde est divers quand l'insularité est délire d'homogène. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il y a un moment, page 294, il y a une note de bas de page de grand-oncle à père, donc sur mon propre père, qui a été, par rapport à ces lieux communs, qui a été transformé par cette histoire, c'est-à-dire qui a été transformé dans la relation, hein, ce que nous disait Édouard, et donc par l'anticolonialisme et par qui au fond nous a fait sortir de tous ces lieux communs qui auraient pu... Et moi j'ai l'impression au contraire que l'île m'a libéré, l'île m'a ouvert, l'île m'a déplacé, là où je sens à l'inverse une interrogation de ce qu'il peut y avoir, mais c'est peut-être vrai, peut-être que les deux sont vrais, d'étouffement dans l'île. Bon, il y a plusieurs choses, effectivement. Enfin, les formules peuvent surprendre, d'autant plus qu'on a souvent l'image des îles bienheureuses. Enfin bon, il y a beaucoup de... Je dirais que ce rapport d'exaspération qui se formule par moment, enfin, de mon point de vue, je crois qu'il est inséparable d'une expérience qu'il faudrait évidemment un peu affiner pour rendre clair mon propos. Je dirais que le sentiment que j'ai est celui, en tout cas en particulier pour les îles françaises, Martinique et Guadeloupe, quelque chose comme une expérience du rétrécissement. Et que quand vous évoquiez ce que ça a été pour votre père, bon, je pourrais penser à la génération de mes parents, quand j'écrivais ce livre, et puis les quelques documents iconographiques que j'ai mis sont des échos à mon histoire, hein, puisqu'il y a effectivement Césaire, Thésée, le tableau de l'âme. Bon, je crois qu'il y a quelque chose... La répression coloniale aussi. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne se représente pas toujours, qui a trait à la connaissance qu'on peut avoir, on va dire, de la diversité des milieux, de la socialité, et quelque chose qui a été cassé et détruit. Et quand on lit, là je regardais avant de venir des pages de Tout le Monde, où il y a des passages où Édouard Glissant prend la parole, et c'est presque le discours
d'auteur, mais pas de l'auteur qui domine son sujet, mais presque lui qui apparaît directement en première personne, alors qu'il a d'autres prénoms, où il y a des passages d'une tristesse ou d'une mélancolie à l'égard de ce que sont devenus les paysages, de ce qu'est devenu l'île. Je crois que c'est un sentiment très difficile à exprimer parce qu'il y a des endroits dont on ne peut pas se défaire. J'ai des souvenirs absolument merveilleux et je trouve que simplement il y a quelque chose d'une société qui est totalement détruite, atomisée, avec des préoccupations extrêmement sinistres. Il n'y a plus de ville, il n'y a plus de centre-ville. Moi, j'appartiens au monde du centre-ville. C'est dévasté, Fort-de-France. Il ne se passe rien, c'est sinistre. Tout ferme à 4 heures de l'après-midi. Il y a quelque chose, on ne peut pas se rendre compte comment en 30 ans ça a basculé. Pour moi, Fort-de-France, quand on habitait le centre-ville, on franchissait les frontières en traversant une rue. Maintenant, il y a un énorme centre commercial absurde au milieu de la ville, et c'est tout. Il n'y a plus de café, il n'y a plus d'endroits où on peut se rencontrer. Je crois qu'il y a quelque chose qui est détruit. Et quand c'est une petite île, parce que je parle de la petitesse, c'est que par ailleurs, on est toujours observé, on sait qui on est, enfin, tout le monde sait qui vous êtes. Et c'est cette analyse que j'essaye de faire, l'obsession d'être surveillé sous surveillance. Je crois que c'est très difficile d'être libre, d'être une personne libre là. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de force. Je crois que Édouard Glissant donne, dans son expérience, j'ai des témoignages personnels de personnes qui ont incarné pour moi la liberté, l'expérience de la liberté, elles l'ont payé au prix fort. Voilà, donc on le prolonge. Et Nicole, cause commune des Juifs et des Noirs, donc il y a les voix de la créolisation qu'on va mettre là, voilà, mettre bien pour que tout le monde les voit bien. Et puis, cause commune des Juifs et des Noirs, dont j'ai cité, non pas cause commune, mais au milieu pile du livre, cette citation d'Édouard. Édouard est présent justement au milieu du livre, dans une partie qui s'appelle « L'art des liens » et qui commence par cette notion de relation. La relation relie, relaie, relate, etc. Avant que tu expliques un peu ce que tu as porté dans ce livre, qui pour moi est très très fort, et c'est un livre qu'il faut donner à toutes les mains, parce que ça va à partir de ce qui est dit, de ce qui est illustré. Il y a au fond un imaginaire politique nouveau, que tu vas peut-être nous expliquer avec ce mot empathie. Qu'est-ce que l'empathie? Moi j'aimerais que ce livre, tu l'as fait, tu l'as travaillé, tu l'as porté pendant les derniers temps d'Édouard. Et donc, quelle est la relation intime, j'allais dire autrement qu'intellectuelle, entre ce livre, toi et Édouard? C'est vrai que nous en avons parlé plusieurs fois avec Édouard, mais je voudrais évoquer en fait une soirée. Il y a 4 ans, en décembre 2008, le prix Carbet de la Caraïbe a été accordé, a été décerné à l'écrivain Simone Schwarzbach et à titre posthume à son mari, l'écrivain aussi, André Schwarzbach. Et c'était quelque chose qu'avait voulu le jury du prix Carbet et Édouard en particulier. Et je me souviens d'une soirée chez Édouard et Sylvie Glissant, où il y avait aussi Simone Schwarzbach à ce moment-là. Et Édouard a dit d'un ton un peu là, c'est toujours compliqué, ou ça pose encore des problèmes. Il y a ceux qui ont dit que c'était courageux, et puis il y a ceux qui ont dit qu'on n'aurait pas dû. Explique qui est André Schwarzbach. Je vais l'expliquer tout de suite. Pourquoi ça posait problème? Pourquoi pour les uns ça pouvait être courageux et pour les autres on n'aurait pas dû? Parce que dans les 2 cas ça voulait dire que ça posait problème. Parce que ce couple, Simone Schwarzbach, guadeloupéenne, et André, son mari, juif, blanc, ce couple d'écrivains où ils avaient écrit parfois
à quatre mains, parfois séparément, eh bien, avait André Schwarzbach notamment avait écrit sur la mémoire juive, mais avait écrit aussi sur la mémoire antillaise et avait, je vous le raconterai un tout petit peu après, essayé avec Simone et à quatre mains de tisser ces deux mémoires ensemble. Et finalement, certains se disaient, mais donner un prix Carbet de la Caraïbe à ce couple, à l'un des deux qui n'est pas antillais. Et est-ce que ces livres parlant des Antilles est-ce que c'est lui qui aurait dû les écrire, etc. Bref, ce qui était tout à fait triste là-dedans, qui désolait Édouard, qui nous désole tous, je pense, c'est que c'était encore et encore une fois ce contre quoi j'essaye de me battre et que j'essaye aussi de déconstruire et que j'appelle la logique des places. Voilà, il faut chacun à sa place, chacun a une place. Pourquoi faut-il avoir une seule place dans le monde? Édouard nous disait exactement le contraire dans ce film. Et pourquoi une place à chacun à assigner finalement ces places où... Et puis ceux qui voudraient franchir un peu, entrer dans un monde, dans un milieu, dans un pays, et qui ne sont pas... Parce que la logique des places, c'est aussi la défense, le repli, ou c'est l'exclusion, c'est remettre les gens à leur place. Et c'est un poison, évidemment, cette logique des places. On le voit, hein, on l'a vu ces derniers temps. C'est pas la peine de faire des longs dessins, mais enfin des Français d'origine comme ci ou des Français d'origine comme ça, ou les Roms ou ceci ou cela. Enfin, c'était un véritable festival, triste festival celui-là. Alors, face à ce poison de la logique des places, je crois que la relation, telle que la conçoit Édouard, est une formidable antidote. Voilà. Et il le savait depuis longtemps, et André Schwarzbach le savait depuis longtemps. Et je voudrais revenir en arrière sur cette histoire. En 1959, au deuxième congrès des écrivains et artistes noirs à Rome, eh bien, il y avait Édouard Glissant, il y avait André Schwarzbach, il y avait aussi Fanon, il y en avait bien d'autres. Et dans un autre film, d'ailleurs, celui qui a été fait sur Édouard par Mathieu, son fils, Édouard montre cette photo du congrès de 59 à Rome, où on le voit, lui, si grand, si massif, à côté de Schwarzbach, qui était beaucoup plus frêle. Ils étaient là, et c'était un moment où ces rencontres, ces solidarités, ces partages étaient possibles. Ce moment des années 50 et du début des années 60, où finalement, c'était peu après la Seconde Guerre mondiale, et c'est un moment où l'écho de l'antifascisme dans les milieux de gauche était encore très présent, et où il se mêlait, et où il se glissait dans la revendication, dans la clameur de l'anticolonialisme. Les deux se mêlaient, c'était le moment où, par exemple, Césaire, en 50, dans le discours sur le colonialisme, et Hannah Arendt, en 51, ce sont les mêmes années, dans sur le totalitarisme. Comment ça s'appelle? Les origines du totalitarisme. Voilà, j'ai un problème avec les origines, les racines. Voilà. Les origines du totalitarisme, et bien l'un et l'autre reliaient les crimes coloniaux et le fascisme. Le colonialisme et le fascisme. Chose impensable aujourd'hui. Et comment le reliait-il? Pas peut-être que des crimes, des techniques criminelles auraient été expérimentées là, puis réimportées ailleurs, mais parce que, et il disait de ce point de vue l'un et l'autre la même chose, parce que déjà dans le colonialisme, l'humanisme occidental s'était complètement fourvoyé, dans cette défaite de l'humanisme occidental dans le colonialisme, eh bien le choc en retour, disait Césaire, c'était l'ensauvagement de l'Europe, et cet ensauvagement de l'Europe qui est arrivé
jusqu'au fascisme. Donc c'était un temps où on pouvait penser les choses ensemble, où on pouvait penser question noire et question juive, où on pouvait penser antisémitisme et racisme, ou un Fanon, par exemple, dans Peau noire, masque blanc, qui est paru encore une année plus tard, c'était en 1952, eh bien, il se servait des réflexions sur la question juive de Sartre pour penser le racisme, pour penser la situation noire, l'aliénation antillaise, le regard de l'autre, etc. C'était une période de grande effervescence, de grands combats aussi, de grande créativité. 59, pour toujours prendre cette année 59, où Schwarzbach était à Rome, c'est aussi l'année où il a publié son grand livre, un de ses grands livres, Le Dernier des Justes. Schwarzbach est surtout connu pour ce livre-là, Le Dernier des Justes, qui raconte et qui est la chronique des malheurs, des persécutions juives à travers les siècles, à travers une longue généalogie. Et ce livre, en 1959, on ne parlait pas tellement du génocide à l'époque, c'était pas du tout non plus la situation d'aujourd'hui, le mot Shoah n'existait pas. Ce livre a beaucoup impressionné. Et en même temps, il a suscité énormément de polémiques. Parce que déjà, c'était aussi. Il y avait déjà des mémoires qui allaient, des mémoires qui n'allaient pas. C'est-à-dire que pour certains, pour les résistants, c'était une conception lacrymale de l'histoire juive. Pour d'autres, les sionistes, ça n'était pas assez héroïque, etc. Et en dépit du fait que ce livre ait été très célèbre et reçu le Goncourt, André Schwarzbach a été très déçu par cette réception chaotique, par ces réinterprétations, et finalement il a pris la fuite avec Simone et ils sont allés s'installer en Guadeloupe, dans le pays de Simone. Et là, ils ont écrit des livres, et des livres sur la mémoire antillaise et la mémoire juive. Un premier livre qui a suivi, qui s'appelait Un plat de porc aux bananes vertes, qu'ils ont co-signé tous les deux, et qui raconte l'histoire, qui est un livre très passionnant de mon point de vue, qui a été très sous-estimé, qui raconte l'histoire de Mariotte, une vieille antillaise qui vit dans le Trou, qui est un hospice à Paris. Et ce trou, cet hospice que décrit Mariotte, eh bien, c'est un endroit terrible où des êtres décatis, décharnés, se bagarrent pour un bout de pain, où les relations sont terribles, où la misère est palpable. Et au fond, ce que raconte Mariotte, qui de temps en temps rêve à son île et à ce plat de porc aux bananes vertes dont elle a encore la saveur, mais ce que raconte Mariotte dans son présent, au fond, c'est un camp de concentration. Et dans ce livre, les deux mémoires sont mêlées. C'est-à-dire, c'est une sorte d'écriture transmémorielle, la mémoire juive, la mémoire noire, dans une sorte de relation et pas de concurrence. De relation, absolument, de relation et pas de concurrence. Et ce livre, encore une fois, les places, ce livre n'a pas été reçu, il a choqué, il est grinçant, il est violent, il est très étonnant dans son écriture, et c'était pas un livre pour les Antillais, c'était pas un livre pour les Juifs, avec même ce titre n'était pas cachère, et cet auteur qu'on avait cru grand auteur juif et du malheur juif, écrivait tout d'un coup l'histoire de cette pauvre Antillaise. Et pour terminer sur Schwarzbach, et pour revenir ensuite à Édouard, Schwarzbach a écrit ensuite La mulâtresse solitude, que vous avez peut-être lu, qui est là une sorte de... c'est l'histoire de cette mulâtresse solitude qui, en Guadeloupe, a rejoint les nègres marrons et a lutté avec Delgrès, et finalement qui était enceinte et qui a été tuée. Et au fond, en écrivant ce livre, Schwarzbach a écrit une sorte de lieu de mémoire, comme on dit aujourd'hui, de la mémoire antillaise, de la mémoire guadeloupéenne. D'ailleurs, depuis, on racontait peu l'histoire de la mulâtresse solitude. Il y a une statue maintenant à son effigie. Et puis, ce livre-là, qui se termine aussi à la fin, où
le narrateur erre dans l'habitation d'Anglemont où a eu lieu cette révolte écrasée. Il erre là et il évoque les ruines du ghetto de Varsovie. Les choses se remêlent encore dans son histoire. Mais il y a eu des voix pour dire, aux Antilles aussi malheureusement, que au fond ce lieu de la mémoire antillaise n'aurait pas dû être écrit par cet homme-là, parce que blanc, parce que juif, parce que pas d'ici, voilà. En dépit de... Et ça a été une grande blessure aussi pour Schwarzbach, même s'il a eu le soutien de Césaire et d'autres sur ce livre. Alors, ce prix Carbet de la Caraïbe, évidemment, c'était un symbole très fort. C'était contre toutes ces idées de chacun sa mémoire, chacun sa place, chacun son histoire, chacun sa culture, chacun sa racine, etc. Alors que je pensais lire cette citation de Glisson que tu m'as devancé sur le partage des mémoires. Eh bien, ce partage des mémoires, comme cette façon qu'avait par exemple Fanon de réfléchir à travers et à partir de l'expérience de l'autre pour repenser sa propre expérience, eh bien, derrière tout cela, effectivement, il y a une démarche d'empathie. Et il me semble que cette démarche d'empathie, l'empathie, vous savez, c'est pas la sympathie et c'est encore moins la compassion contre laquelle Édouard, dans la citation que tu as faite tout à l'heure, s'insurgeait. Non, c'est une démarche intellectuelle, c'est se mettre à la place de l'autre, c'est comprendre son expérience et c'est éventuellement en être modifié soi-même en retour. C'est très enrichissant intellectuellement et c'est très enrichissant aussi, je crois, politiquement, humainement. Mais en même temps, je voudrais terminer là-dessus, j'étais, je crois, un peu trop longue. Je ne crois pas que, par ces temps d'humanitaire, etc., que l'empathie, bien sûr, puisse tenir lieu de politique, alors qu'il y a des rapports de force, des oppressions, etc. Mais je pense, en revanche, et c'est ça qui est important, que l'empathie, que la politique, sans empathie, eh bien, elle peut aboutir à se perdre dans un universalisme impérial et glacial, ce type d'universalisme, d'universel contre lequel d'ailleurs souvent Édouard nous mettait en garde. Je me souviens qu'il était même très virulent, très colère là-dessus. Hein. Il n'aimait pas qu'on se revendique l'universel. Et il avait raison, et je me souviens que Césaire, avant lui, dans le discours sur le colonialisme, dans sa lettre à Maurice Thorez en 1956, quand il rompt avec le Parti communiste, eh bien, il s'en prend au fraternalisme. Et le fraternalisme, eh bien, c'est la version socialiste, au fond, du paternalisme colonial. Le fraternalisme, il le décrit, Césaire, c'est ce camarade grand frère qui vous prend la main de façon un peu énergique pour vous montrer la voie de la libération et du progrès, pour vous enseigner, vous apprendre. Et Césaire disait, non, c'est pas, on ne veut plus de ce rapport-là. On veut un rapport autre, un rapport d'égalité, un rapport au fond, et je terminerai là-dessus, avec quand même, je prends mes lunettes, pardonnez-moi, 2 citations, non pas celle de Glisson, puisque tu l'as déjà lue, mais une de Schwarzbach, en 67, juste après La mulâtresse solitude. L'essence du dialogue n'est pas dans les idées universelles communes aux interlocuteurs, ni dans les idées que l'on se fait de l'autre, mais dans la rencontre même, dans l'invocation, dans le pouvoir qu'a le moi de dire tu. Et comme en écho, cette phrase de Fanon, à la fin de Peau noire, masque blanc, ma liberté ne m'est-elle pas donnée pour ériger le monde du toi? Voilà, donc ce monde de la relation, c'est le monde du toi. Et la citation que tu viens de faire de Fanon, c'est la chute finale de Cause commune. De Fanon dans Peau noire, masque blanc. Je voudrais, avant qu'on poursuive et que Greg raisonne comme ça, je voudrais juste, tu as fait une allusion en parlant de la politique et en citant la lettre à Maurice Thorez. Pour moi,
Il y a eu ce livre qui est au fond une façon de convoquer un autre imaginaire que celui des compétitions, des concurrences, des rivalités, etc. Et de convoquer des moments historiques de combat, puisque ce que n'a pas dit Nicole, c'est que ce livre visite aussi bien une scène américaine qu'une scène française, qu'une scène sud-africaine. Il y a, et nous sommes dans un lieu avec des militants, des gens qui ont conscience de ces enjeux politiques aussi, il y a une énorme surprise dans ce livre. C'est qu'il convoque la face de lumière de l'histoire communiste, qu'il est de bon ton aujourd'hui de mettre que du côté de ces catastrophes, de ces chagrins, etc. Et là, je voudrais que tu nous parles un peu de ça, parce que tu racontes une histoire avec des personnages qui ont été portés par la part généreuse, même si tout cela s'est perdu, même si tout cela a été trompeur, de ce qu'a porté, au fond, cet ébranlement communiste du monde. Oui, c'est-à-dire que, là aussi, d'ailleurs, Juifs et Noirs se sont retrouvés, et d'une certaine manière, d'ailleurs, on le sait plus pour l'engagement d'une partie des masses juives d'Europe orientale dans l'idéal communiste. Mais pour les Noirs, et notamment les Noirs des États-Unis, mais pas seulement, c'était une promesse immense. C'était quand ceux qui vivaient aux États-Unis, avant la lutte pour les droits civiques, que ce soit avant la Première Guerre mondiale ou même après, l'Union soviétique, c'était pas tant la société sans classe que la perspective d'une société sans race. Et j'aime bien raconter des histoires, j'aime bien les histoires incarnées. Ça aussi, c'est la relation, pas les histoires générales et abstraites. Donc, je raconte notamment dans ce livre l'histoire d'un couple. Elle était fille d'un rabbin de Varsovie et lui était fils d'un pasteur et petit-fils d'esclaves aux États-Unis. Tous deux étaient au Parti communiste américain. Et dans les années 20, l'Union soviétique avait cruellement besoin de techniciens, d'experts, d'ingénieurs, etc. Et avait des bureaux de recrutement, notamment à New York. Et lui, Oliver Golden, qui était donc communiste, a recruté toute une équipe de Noirs qui connaissaient, certains étaient ingénieurs agricoles comme lui, avaient l'expertise de la culture du coton dans le Mississippi, et ils sont partis, et donc Oliver Golden et Berta Bielek, sa femme, communiste comme lui, ouvrière et juive, ils sont partis avec tout un groupe, au fin fond de l'Ouzbékistan, pour y exporter la culture du coton. Et ils racontent leur arrivée effectivement dans ce pays où finalement en plus les Ouzbeks, eh bien, c'était des colored people, des gens de couleur, et ils avaient l'impression que c'était la question ne se posait pas. Est-ce qu'elle ne se posait pas du tout dans la société soviétique, je ne sais pas, mais pour eux, comme pour des auteurs célèbres, comme pour Langston Hughes à ce moment-là, comme pour un chanteur et un acteur très célèbre comme Paul Robeson, et bien d'autres, ils allaient en Union soviétique et ils étaient accueillis. Robeson y a donné des concerts absolument immenses et ils avaient l'impression qu'enfin, l'Union soviétique, qui en plus accueillait dans ses universités les jeunes leaders du tiers-monde, ils avaient l'impression que là, enfin, c'en était fini du racisme. Ils ont dû, certains déchanter, les juifs très durement, et certains noirs aussi, mais il y a eu, avec le stalinisme, mais il y a eu un formidable élan, un formidable espoir, et c'est vrai que ce sont des histoires, c'est comme une Atlantide engloutie. On a oublié un peu toutes ces histoires. Peut-être qu'Alain, en résonance avec ce que vient de dire Nicole, je penche à ça parce que à la fois Édouard a échappé aux désillusions de l'histoire communiste, on le dit peu, puisque Édouard a le bain culturel de soleil de la conscience, le bien politique et culturel est celui des oppositions de gauche au stalinisme,
c'était ses fréquentations politiques, ce qu'on appellerait les trotskistes, mais c'était ça son univers qui va l'amener à être dans le manifeste des 121 et ainsi de suite. Mais en même temps, je voulais convoquer un peu votre regard par rapport à ça, à la fois, parce que en même temps, l'arrière-plan qu'on a convoqué tout à l'heure, dans les relations générationnelles, René Ménil est resté au Parti communiste jusqu'au bout pratiquement et n'a pas suivi Césaire dans la création du PPM, et toutes sortes de personnages qu'on croise dans ce livre, je pense à Auguste Thésée, je pense dans votre livre où vous conviez tout cela et on voit tout cet univers, Gratian et d'autres ont accompagné cette histoire communiste. Donc est-ce qu'on est totalement hors sujet pour vous quand on vit ça et on discute de ça autour des doigts, ou est-ce qu'il y a un écho, une résonance? Alors, non, enfin, hors sujet, absolument pas. Ce que je pense aussi que la question de cet engagement communiste, et on va dire, c'est un fait, je dirais, très particulier dans ses enracinements idéologiques ou dans ses pratiques politiques, mais ça participe au moment, juste après-guerre, d'une ouverture au monde, c'est-à-dire il y a quelque chose, moi en lisant justement Cause commune, où je retrouvais des tas d'échos, soit dans ma culture ou dans mon expérience d'enfant quand j'observais le militantisme de mes parents et leurs rencontres, quelque chose qui fait que les personnes se déplaçaient par rapport à déjà à leur assignation identitaire. C'est-à-dire une expérience, enfin on pourrait dire, c'était à la fois une expérience, on pourrait dire, de resubjectivation, tout en se démarquant de sa propre assignation identitaire par l'affiliation ou par la classe sociale. Et je crois que c'est quelque chose là qui est très important parce que ça a permis des rencontres je dirais, dans le Paris, qui était aussi une sorte de lieu très particulier, qui n'était pas simplement la capitale de la France, la capitale de l'Empire français, c'était aussi une capitale du monde où se retrouvaient des étudiants de toutes les colonies, mais aussi de tous les empires coloniaux. Et donc je crois qu'il y a quelque chose, une formidable curiosité pour le monde, et justement, le roman de Tout le monde, où indépendamment, disons, du positionnement que Édouard Glissant formule dès le début, je ne suis pas dans un parti, mais le croisement, enfin, puis on pourrait dire ce par quoi il passe, c'est évidemment une sorte de curiosité et une volonté de découvrir le monde et de mélanger des expériences absolument irréductibles. Et je crois qu'il y avait des rencontres aussi bien personnelles, au sens où le destin des personnes se modifie en fonction de leurs rencontres, mais des rencontres personnelles avec des enjeux de lutte. Aujourd'hui, il nous est, enfin, on va dire qu'on ne peut pas trouver ça. Je crois qu'il y a quelque chose, c'est pas simplement, on va dire, la chute des idéaux communistes qui serait d'un côté la donnée objective, il y a aussi cette assignation à l'identité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va de soi, pour tout le monde, que nous avons des problèmes d'identité. Voilà, c'est un lieu commun qui est posé comme une vérité. Alors on pourrait dire, l'identité, j'y pense de temps à autre, et puis j'oublie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, je dirais, quand vous me posiez des questions sur le sentiment que j'avais pour l'île, et ça vous surprenait, mais si je repense à toute cette génération qui était donc traversée par des courants de l'inspiration, on peut y mettre parfois une couleur politique précise, parti politique, PCM, ce qui deviendra le Parti communiste martiniquais, le PPM ou autre chose, mais je crois qu'il y avait une extraordinaire curiosité. Par exemple, j'ai lu récemment, en fait c'est inédit toujours, c'est les carnets de notes de Léris, quand Léris vient en 1948. Et ça va donner son livre sur... Contact de civilisation voilà. En Martinique et Guadeloupe. Mais ce qui est inédit, ce sont ces notes. Et les notes... C'est pas toujours publié. Non, c'est toujours pas publié. Donc je les ai lues, je les ai déchiffrées là, dans les archives. C'est extraordinaire. C'est 4 carnets écrits, c'est des petits carreaux. Il écrit vraiment toutes les lignes. Il n'y a pas une marge. C'est très dense. Il ne rature quasiment pas. C'est admirable. Mais il faut déchiffrer. Mais je suis tombé sur des passages extraordinaires. C'est-à-dire qu'il décrit un dîner chez Gratian en 1948. Il est au courant. Il y a toutes les grèves qui agitent l'île. C'est à ce moment-là qu'il y aura donc le fameux, on pourrait dire, meurtre du Béquet. Donc il traverse dans le Nord, dont un film qui deviendra les 16 de Basse-Pointe. Voilà. Donc il est là.
Et je dirais qu'il parle avec des tas de personnes d'obédience politique différentes. Et là, il y a quand même une formidable curiosité pour ce qui vient d'ailleurs, même chez des adversaires pour lui politiques. C'est-à-dire qu'il note, je pense qu'il y a quelque chose quand même dans l'expérience du monde qui est très bizarre aujourd'hui, qui est une forme de narcissisme. Donc il passe par la problématique identitaire, et où on est, on va dire, obligé, on redouble l'assignation. C'est-à-dire qu'il y a de côté l'assignation de l'État, vous êtes ceci, et c'est ce moment où on pourrait prendre conscience de son histoire, on ne le fait qu'au travers d'un certain type de récit.